Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Toute la rédaction et moi-même sommes ravis de vous retrouver sur KTV pour une nouvelle saison toujours au cœur de l'actualité mahoraise. Et justement, au sommaire de l'actualité, les suites de la vaste opération de destruction de Banga menée en juin dernier par la préfecture à Tanafoudou. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Évidemment Pierre, donc la situation du côté de Tanafou est plus que compliquée, on le voit, le propriétaire fait l'objet de nombreuses représailles et également vous nous direz ce qu'il en est plus exactement dans quelques instants. Pierre, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Sophie Huvet, directrice de développement du groupe Kwesi. Bonsoir Sophie. Bonsoir Amina, bonsoir à toutes et à tous. Alors KTV a fait sa rentrée aujourd'hui, ça a commencé dès 6h avec la matinale. On le voit, les programmes habituels ont repris, mais la grille affiche quelques nouveautés. Vous nous direz tout cela, Sophie, à la fin de ce journal. On va donc garder notre mal en patience et découvrir les titres de ce lundi 22 août. Quelques semaines après la grande opération de destruction menée par la préfecture à Tanafoudou, la vie a repris son cours sur les terrains d'Abdou. Entre nouvelles constructions et menaces quotidiennes, le propriétaire doit faire face aux dérives du non-droit. Toutes les explications en ouverture de votre journal. La rentrée scolaire approche et de nombreux bacheliers vont entamer leurs études supérieures. Et si pour certains cette rentrée rime avec excitation, pour de nombreux étudiants étrangers, intégrer les cursus de leur choix vire au calvaire. À ce titre, un collectif des étudiants étrangers a été créé récemment pour tenter de faire bouger les choses. Et il n'y a pas que pour les étudiants que la rentrée approche. Cette nouvelle année scolaire 2016-2017 est synonyme d'évolution dans l'éducation nationale, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants. En effet, la réforme des programmes va se mettre en place afin d'améliorer l'efficacité des apprentissages et de favoriser la réussite de tout un chacun. Zoom sur une réforme de grande ampleur à la fin de cette édition. C'était en juin dernier, la préfecture menait une vaste opération de destruction d'habitations illégales à Tanafoudou. Près de 100 bangas avaient été détruits et depuis, les représailles envers le propriétaire n'ont cessé de se multiplier. Entre menaces de mort, tentatives d'assassinat ou encore destruction de ses biens, ce dernier vit un véritable calvaire. Et comme si cela ne suffisait pas, il assiste impuissant à la construction de nouveaux bangas sur ses terrains. Les explications dans ce sujet, signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimlet. L'opération coup de poing menée par la préfecture à Tanafoudou il y a quelques semaines semble aujourd'hui bien loin. En effet, les habitations détruites ont laissé place à de nouvelles, tandis que les menaces envers le propriétaire continuent. Mais là maintenant ça commence à évoluer, mais avant-hier ils étaient arrivés ici en jetant de cailloux. Et puis malheureusement la police était venue, intervenait et puis ils ont mis le feu derrière les bambous chez mon voisin. Là d'ailleurs, là on les voit, ils viennent d'arriver. Ils sont là-haut en haut en disant, en me menaçant. Qu'est-ce qu'ils disent? Si on te trouve, on va te tuer. Des menaces permanentes qui font suite à une tentative d'assassinat à son domicile. Après 32 plaintes, l'homme semble aujourd'hui résigné quant aux sanctions éventuelles contre ses agresseurs. La justice ne bouge pas, mais la police, eux, ils bougent, ils font leur boulot et puis j'attends le jugement. Si ça aboutit, si ça aboutit pas, moi je suis chez moi et je resterai chez moi. Face à la violence et à l'impuissance de faire régner l'ordre sur le territoire, Abdou en appelle à l'union sacrée des Mahorais, tout en regrettant que son village soit devenu une zone de non-droit. Les Mahorais se souviennent que tous les villages sont mobilisés à part Tsunzu et ça n'aboutira pas. Dès que Tsunzu reste comme ça, il y aura toujours de la violence. Une violence quotidienne qui prouve que la vaste opération de destruction à Tanafoudou n'a semble-t-il été qu'un coup d'épée dans l'eau. Alors Pierre, vous parlez carrément d'un coup d'épée dans l'eau alors qu'on avait vu que cette opération avait été grandiose et avait fait vraiment l'objet de vif contentement de la population.
Oui, effectivement, elle avait donné de l'espoir, puisqu'il faut quand même rappeler que là, on était dans le cadre d'une décision de justice, donc il ne s'agissait pas d'expulsion, j'allais dire un peu sauvage, où on expulse alors qu'on n'a pas forcément le droit légal. Là, c'était vraiment la justice, donc la préfecture avait appliqué une décision de justice. Malheureusement, on voit que quelques semaines plus tard, et on attendait aussi de faire un peu le bilan, est-ce que ce genre d'expulsion, ou en tout cas de destruction d'habitation illégale, allait se poursuivre. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et puis force est de constater que les habitations sont de nouveau de mise, et de nouvelles constructions ont lieu actuellement sur les terrains de Tanafou 2, aux grandes dames de ce propriétaire qui effectivement vient calvaire. On se souvient de la tentative d'assassinat chez lui avec du feu. On avait voulu l'immoler et mettre feu à sa maison, alors même qu'il était chez lui avec sa femme et son enfant. Donc c'est vrai que c'est un véritable calvaire, et puis c'est un aveu d'impuissance finalement. Justement, impuissant, le propriétaire regarde ses habitations se construire tous les jours impuissant. Est-ce qu'aussi impuissance du côté des autorités, puisqu'aujourd'hui il n'y a rien qui se fait? C'est la question qu'on se pose, Alors on sait que Tanafou 2, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a énormément de terrains qui sont occupés de manière illégale. Donc effectivement, c'est un chantier immense pour l'État s'il devait se pencher sur chaque terrain. Il y a tellement de choses à faire à côté que c'est très compliqué. Mais en tout cas, force est de constater, et c'est un constat terrible, qu'aujourd'hui, à Tanafou 2, cette vaste opération n'a mené à rien, et qu'aujourd'hui, de nouveaux bangas sont installés sur le terrain. Et puis, effectivement, la préfecture nous expliquait il y a quelques jours qu'au niveau du site du Bengali, il y avait beaucoup moins de personnes. On était à plus de 300 personnes. Aujourd'hui, on compte à peu près 120 personnes, 120 expulsés délogés au site du Bengali. Alors effectivement, la préfecture s'en félicite, mais on peut imaginer que certains sont repartis tout simplement sur leurs anciens lieux de vie. On pense à Tanafou notamment. Donc là, c'est vraiment un aveu d'échec, et on va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. D'autant que, il faut le rappeler quand même, le préfet doit dévoiler tout prochainement le plan de lutte contre l'immigration, et on imagine qu'effectivement l'occupation illégale en fera partie. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions, et revenons maintenant sur la visite la semaine passée du préfet Frédéric Vaux au sein des infrastructures économiques de l'île. Un passage obligatoire et indispensable à toute prise de fonction. Accompagné par le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Mohamed Ali Hamid, le représentant de l'État s'est ainsi rendu au port de Plaisance, au marché couvert, puis enfin à la CCI. L'occasion par ailleurs de faire un état des lieux sur la situation actuelle de la Chambre ainsi que sur son avenir. Les précisions avec Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Mercredi dernier, le préfet Frédéric Vaux s'est adonné à la traditionnelle visite des infrastructures économiques de l'île. Un passage obligatoire et ô combien important pour le représentant de l'État qui tenait à faire le point sur les dossiers du moment. Cette visite a donné l'occasion de faire le point sur la gestion du port de Plaisance par la Chambre de commerce, d'aller à la rencontre des marchands du marché de Mamoudzou et de faire un état des lieux sur les travaux qui ont été conduits par la commission provisoire qui avait été installée il y a 2 ans pour avoir un plan stratégique pour la Chambre de commerce. Après le port de Plaisance et le marché couvert, le préfet s'est rendu dans les locaux de la CCI pour le plus grand bonheur de son président Mohamed Ali Hamid. Le nouveau préfet a tenu à venir nous rencontrer dans nos locaux, ce qui nous a permis bien entendu d'organiser cette réunion de travail. Les avant, nous avons pu lui présenter donc toutes les infrastructures que nous gérons, à savoir le ponton de Plaisance et le marché couvert. Donc pour nous, c'est une marque de sympathie très forte qui nous a permis de lui présenter bien entendu nos dossiers en cours, tout le travail qui a été fait par la commission donc, provisoire et nos projets d'avenir. Autre dossier brûlant évoqué lors de la visite, le travail illégal. Les commerçants du marché ont ainsi pu exprimer leur désarroi face aux vendeurs à la sauvette. Une problématique à laquelle le préfet n'est pas étranger.
Les personnes du marché m'ont surtout parlé des vendeurs à la sauvette. Nous organisons régulièrement des opérations en articulation avec la mairie de Mamoudzou, entre la police municipale et la police nationale. Et ce sont des opérations que nous allons poursuivre. L'objectif est bien entendu d'arriver à réguler cette situation. Cette visite coutumière aura été tardive, mais le préfet est désormais au fait des enjeux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Une CCI qui va devoir relever de nombreux défis dans les prochaines semaines, mais qui peut assurément compter sur le soutien de l'État dans ses démarches futures. Et toujours du côté de la préfecture, après le nouveau préfet, le nouveau SGAR, c'est au tour maintenant du nouveau secrétaire général de prendre ses fonctions. Depuis la semaine dernière, en effet, Éric de Vispeler a pris le relais de Bruno André, pur produit de l'État. Il s'est porté volontaire pour rejoindre un département outre-mer, se pencher sur les dossiers prioritaires définis par le préfet en apportant son expérience. Le haut fonctionnaire semble plus motivé et déterminé que jamais. Écoutons ses premiers mots au micro d'Adèle Laurent et Pierre Bellucci. Eh bien, mes priorités sont celles fixées par Monsieur le Préfet. Vous les connaissez, dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre l'immigration clandestine, mais également en matière de développement économique, en matière sociale, en matière de protection de l'environnement, de protection du patrimoine. Il y a des choses extrêmement intéressantes à faire sur ce territoire. C'est une grosse envie de faire bien sur ce territoire qui a de multiples potentialités à développer. Tout à l'heure, nous échangions sur le tourisme, sur l'agroalimentaire et même sur un petit secteur industriel qui mérite de se développer, le secteur de la construction également. Donc beaucoup d'enjeux intéressants à relever. Cela fait plusieurs semaines que nous vous en parlons. Jeudi 1er septembre, un phénomène naturel unique sera observé à La Réunion, mais également à Mayotte. En effet, entre 10h40 et 14h20 hors local, une éclipse annulaire du soleil viendra obscurcir notre ciel. L'observation du phénomène dépendra bien sûr des conditions météorologiques, mais toujours est-il qu'il est impératif de se prémunir contre le risque d'un accident oculaire. Pierre Bellucci et Leslie Vidnier nous en disent davantage sur les préconisations à suivre. Phénomène exceptionnel, une éclipse annulaire se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est inférieur au diamètre apparent du Soleil et donc ne masque pas complètement ce dernier. Jeudi 1er septembre dès 10h40, le ciel de l'île aux Lagons va progressivement s'obscurcir, tandis qu'à 12h32, le Soleil ne formera plus qu'un anneau. Un spectacle époustouflant, même si les risques liés à une observation sans lunettes adaptées ne doivent pas être pris à la légère. On ne peut pas regarder le soleil en face, même quand il est en partie caché par la lune, parce qu'il va léser la cornée qu'on a à la surface de l'œil, ce qui au bout de quelques heures va faire très mal, mais qui va peut-être régresser dans les jours qui vont suivre. Mais surtout, elle va brûler le fond de l'œil, là où il y a la rétine, ce qui nous permet de voir. Et quelques heures après avoir observé le soleil, donc l'éclipse, on peut avoir une partie des cellules qui reçoivent la lumière et qui nous permettent de voir qui vont être détruites. Pour éviter les accidents, la préfecture, l'ARS ou encore le vice-rectorat ont lancé une vaste campagne de sensibilisation. Objectif, prévenir face aux risques qu'encourent tous ceux qui ne respecteraient pas les bonnes pratiques d'observation. Nous souhaitons faire le plus de prévention possible pour éviter des risques oculaires suite au phénomène de l'éclipse qui, comme vous le savez, va durer un certain temps et notre objectif, c'est vraiment de prévenir les lésions que pourrait engendrer l'éclipse si les personnes qui la regarderont ne prennent pas de précautions. L'aspect prévention, c'est qu'effectivement, on précisera, comme tous les services d'ailleurs, on précisera les précautions d'usage, les précautions d'emploi. Et je voudrais bien insister sur le fait que la santé relève quand même avant tout de la responsabilité individuelle de chacun. Et chaque jeune, chaque parent, chaque personnel doit d'abord s'occuper de ses propres yeux et doit être très prudent lui-même, de sa propre initiative. L'école, la préfecture, l'ARS ne pourront pas tout faire. Du côté du vice-rectorat, les précautions ont été prises pour éviter tout accident. Même si au-delà de l'aspect prévention,
cette éclipse représente un formidable objet d'étude pour les élèves du département. Il est prévu, comme on vient de le dire, une livraison de 32 000 paires de lunettes cofinancées par l'ARS et le vice-rectorat et qui permettront à peu près d'équiper un élève sur 3. Ce qui permettra dans les établissements de pouvoir procéder à une observation du phénomène dans les conditions les plus sécurisées possibles, parce que c'est intéressant aussi d'observer ce phénomène naturel qui sera exploité par les enseignants. À ce titre, je signale l'existence d'un site déjà ouvert où un enseignant ou des enseignants proposent, en particulier de SADA, proposent des situations d'apprentissage à mettre en œuvre avec les élèves, et ça sera un des points importants exploités tout au long de l'année et en particulier lors de la fête de la science. En effet, cette éclipse annulaire du soleil est aussi excitante que dangereuse. Alors tous à vos lunettes, ou rendez-vous sur KTV pour une émission spéciale jeudi 1er septembre dès 10h. Et après la joie suscitée par l'obtention du baccalauréat, place maintenant aux choses sérieuses. Pour les jeunes bacheliers qui ont décidé de poursuivre des études supérieures, vient ensuite le moment de choisir le cursus qu'ils souhaitent effectuer. Mais tous n'auront pas cette opportunité. Et c'est le cas notamment des étudiants étrangers qui peinent à obtenir leur carte de séjour. Une situation pénalisante que dénonce le collectif des étudiants étrangers, créé récemment à l'instar de ceux existants dans de nombreux départements français. Adèle Laurent est allée à la rencontre de ces étudiants en difficulté. Les précisions dans ce reportage. La carte de séjour est un document primordial pour les étudiants. Elle leur permet d'avoir accès aux études supérieures de leur choix, en métropole ou ailleurs. En temps normal, cette carte est délivrée sous un délai de 4 mois, mais à Mayotte, le délai peut s'étendre de 1 à 2 ans. Les étudiants concernés se retrouvent donc à faire des études qui ne leur plaisent pas, à faire une année blanche ou alors à sortir complètement du système scolaire. Anissa est une des étudiantes à rencontrer des difficultés. En effet, elle est scolarisée à Mayotte depuis le cours préparatoire. Elle a obtenu son bac cette année et elle attend depuis 1 an la réponse de la préfecture concernant la délivrance d'une carte de séjour. Elle nous fait part de son état d'esprit. Je suis complètement perdue, déprimée, parce que après avoir eu le bac, après tant de souffrance, je suis là. Et c'est vraiment désespérant et triste aussi parce qu'après tant d'économies par le vice-rectorat pour qu'on réussisse jusqu'à maintenant, eh bien, on est là. Souvent, il y en a, ils arrêtent, ils abandonnent, mais moi, je me bats quand même. Je voudrais juste qu'il y ait quand même une forte considération pour les étudiants, une prioritaire pour eux. Je souhaiterais passer le message pour que ça change. J'essaie juste pour que ça change. Parce que je trouve que cela, c'est désespérant quand même. Tout le monde peut faire des études, qu'elles soient étrangères ou pas. Un sentiment d'injustice, le collectif a demandé une rencontre avec le préfet Frédéric Vaux. Il demande la priorisation ou tout du moins l'accélération du traitement des dossiers des étudiants étrangers. Ils n'ont toujours pas eu de réponse de la préfecture. Certains étudiants déconcertés remettent en question la réussite par l'effort. Ça ne sert à rien de faire des études, bien travailler. Au final, on a un diplôme, mais ça ne nous sert à rien parce que quand on veut faire des démarches, que ce soit à la DOM, ouvrir un compte, il faut un titre de séjour. Sans un titre de séjour, là, tu ne peux rien faire sans un titre de séjour. Les études, c'est l'avenir. Sans études, on peut pas avoir un travail plus tard. Et nous, les étudiants, on est l'avenir de Mayotte. Même si on n'est pas né à Mayotte, mais on a grandi ici, notre vie est ici, on ne connaît pas notre pays d'origine. Nous, on veut juste étudier pour avoir des études. On peut aussi aller dans notre pays pour travailler là-bas. On n'est pas obligé de rester ici. On est resté ici parce qu'on a notre famille. Des jeunes présents à Mayotte depuis leur enfance et décidés à se battre pour poursuivre leurs études, bloqués dans l'évolution de leur vie par des démarches administratives, d'autres, pourtant studieux, décrochent des études. Et pour Henli El Sami, cela peut pousser certains jeunes vers la délinquance. J'ai eu la chance d'être à l'université parce que certains étudiants essaient de faire des années blanches et d'autres... juste pour attendre les papiers et d'autres sombrent dans la délinquance. Du coup, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a plus de délinquance à Mayotte. Être délaissé par l'État, c'est trop grave. Nous, on est dans le problème. Nous voulons que l'avenir soit meilleur qu'aujourd'hui.
les prochains étudiants ne se trouvent pas dans le même problème qu'aujourd'hui en fait. Et que ceux qui sont dans le problème, nos dossiers soient avancés plus rapidement. Un combat pour leur futur comme pour celui des générations à venir, car comme le disait Victor Hugo, l'éducation c'est la famille qui la donne, l'instruction c'est l'État qui la doit. Et maintenant, place au reste de l'actualité de ce lundi 22 août. Petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Il y a tout juste une semaine, un jeune Mahorais de 22 ans faisait la une de l'actualité nationale après avoir agressé un couple de retraités à Auch. Vers 20h30, l'homme s'était ainsi jeté sur le mari après avoir défoncé la porte de l'habitation à coups de pied et avait tenté de l'étrangler tout en criant « Dieu est grand » en arabe. L'individu avait finalement pu être maîtrisé avant d'être conduit dans une institution psychiatrique pour déterminer sa santé mentale. Confié à un expert judiciaire, ce natif du 101e département a été diagnostiqué dangereux par le psychiatre et va de ce fait rester sous soin en établissement spécialisé. Le procureur qui avait retenu contre lui une tentative de meurtre rappelle pour sa part que l'action de la justice ne s'éteint pas d'office pour autant. En effet, l'enquête se poursuit pour déterminer quel itinéraire et pour quel motif cet homme s'en est-il pris au couple, après avoir hurlé des propos islamistes. Le palmarès 2016 du top 500 des entreprises dans l'océan Indien a été dévoilé par Eco-Austral. 8 sociétés mahoraises figurent parmi la liste où Réunionnais et Mauriciens se partagent une grande part du gâteau. Sodifram émerge en premier à la 51e position et avec 140 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 600 salariés. La deuxième entreprise locale à figurer au top 500 est l'électricité de Mayotte à la 56e place. Viennent ensuite le groupe de la grande distribution Somaco, Kananga, Somiva, Panima, Lasmart et enfin Calo. Un top 500 Eco-Austral 2016 au sein duquel ne figure plus la SNI, SMCI, Disma ou bien encore le groupe NEL qui l'an dernier occupait pourtant la 219e place régionale. Selon l'Eco-Austral, cette faible représentation des entreprises mahoraises est due à un passage au statut de département qui se fait dans la douleur, mais aussi aux conflits sociaux ou encore aux fonds européens qui peinent à être consommés. En cette période de retour de vacances, nombreux sont ceux à avoir été confrontés aux perturbations du service des transports maritimes. Pas plus tard qu'hier, l'arrivée de 2 avions avec notamment des passagers en provenance de la Mecque a créé une cohue monstre. Un enfant a eu la main cassée et une femme enceinte est tombée au sol lors de bousculades. Rapidement saturés, les files d'attente pour accéder au service dépassent trop souvent l'entendement, même si l'espoir d'une amélioration du STM est aujourd'hui d'actualité. En effet, le nouvel amphidrome baptisé Polé, du nom du fameux site archéologique local à caractère spirituel, sera bientôt réceptionné. Une mise en exploitation à Mayotte est ainsi prévue début octobre 2016. Ce navire plus large et plus long d'une capacité d'accueil de 590 passagers et 33 véhicules viendra grossir la flotte du STM. La nouvelle est bonne et devrait permettre de fluidifier le trafic, tandis qu'un second amphidrome doit être livré à l'horizon 2017. Et enfin, le compte à rebours a commencé plus que 2 jours avant de reprendre le chemin de l'école. Et pour cette rentrée 2016, les élèves et leurs professeurs vont devoir s'accommoder de quelques changements en raison notamment de la réforme des programmes. Une réforme qui touche l'ensemble des cycles de l'école primaire et du collège. Dorénavant, l'ensemble des programmes sera rédigé par cycle et non plus par classe. Ainsi, on parlera désormais de cycle 2 pour évoquer les classes de CP, CE1, CE2 et cycle 3 pour les CM1, CM2, 6e et enfin de cycle 4 pour les 5e, 4e et 3e. Mais ce n'est pas le seul changement opéré par la réforme. Adèle Laurent nous en dit davantage. La réforme des programmes a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, son but principal est de s'adapter à la diversité des rythmes d'acquisition de chaque élève. Et pour ce faire, la notion de pédagogie a été revue. Laurent Souchard nous en dit plus. Il est explicitement précisé que le système éducatif doit être mis au service de l'élève. C'est-à-dire que le professeur, le collège, le lycée, l'école doit être au service de l'élève et doit s'adapter à l'élève. C'est pas simplement que l'élève est au centre du système éducatif, c'est il est au centre comme on a voulu le mettre en place déjà depuis un certain nombre d'années, mais en plus, c'est le système qui se met à sa disposition. C'est pas l'élève qui est à la disposition du professeur
Mais non, c'est le professeur, et bien sûr pas que le professeur, mais tout le système éducatif qui est au service de l'élève et il doit se mettre à son service. En effet, l'enjeu principal est de permettre à tous les élèves de réussir. Dans ce but, les professeurs vont utiliser de nouveaux outils afin de mettre ces élèves en action. La vidéo est un de ces outils, elle sera utilisée lors de cours inversés. Le professeur filmera son cours magistral, les élèves regarderont la vidéo avant le cours, ce qui leur permettra d'utiliser le temps en classe pour poser des questions. Le professeur aura ainsi la capacité de comprendre à quel niveau se situe chaque élève et d'agir en conséquence. Mais ce n'est pas le seul outil qui sera utilisé. La vidéo, ça fait partie des outils. L'informatique va bien sûr faire partie des outils. Mais c'est aussi l'organisation de la classe, le travail en groupe, le travail par pair, le travail avec la mise en place de tuteurs particuliers. Tout ça, ça va être important. Donc on a toute une série d'outils qui vont remettre en cause l'organisation traditionnelle de la classe, même simplement de la salle de classe, voire de l'école. Alors bien sûr, tout ça, on sait très bien qu'on va mettre quelques temps à le mettre en place, mais un certain nombre de professeurs travaillent déjà comme ça. Un élève aura beau voir un joueur de football ou Usain Bolt courir 50 fois, tant qu'il ne sera pas en train d'essayer de courir et d'apprendre à courir comme ils le font, il n'y arrivera pas. Donc la notion d'action, elle est fondamentale. La notion d'activité, elle est fondamentale. Améliorer l'efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Cette réforme constitue donc une évolution dans la manière d'enseigner et dans le rôle de l'école qui tend à ne plus laisser personne sur le carreau. Et Sophie Huvet nous a rejoint encore une fois sur le plateau. Sophie, avec vous, on va parler de cette rentrée 2016 du côté de KTV principalement là ce soir. Alors, de nouveaux programmes, vous nous en parlez ? Oui, KTV, surtout avec des nouvelles couleurs, puisque c'est aussi les émissions phares qu'on connaît déjà, qu'on a voulu aussi rafraîchir, si je puis m'exprimer ainsi, et aussi surtout renforcer nos 3 thématiques, puisque KTV, c'est d'abord de l'info, mais c'est aussi du sport et surtout de la culture et de la tradition. Alors les programmes qui vont faire partie de la nouvelle grille. Alors au niveau des infos, bien sûr, on aura le rendez-vous avec vous tous les soirs qui se maintiendra à 19h, donc avec toujours 30 minutes d'infos, mais également la matinale, le matin, donc de 6h à 8h30, avec une nouvelle formule, puisqu'on laissera un petit peu plus la parole aux téléspectateurs et aux auditeurs, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient s'exprimer par rapport à l'actualité du matin. Ce sera chose faite, puisqu'effectivement tous les jours, il y a un numéro de téléphone et on peut appeler pour s'exprimer directement avec l'équipe, la fine équipe de la matinale. On aura également des débats avec vous-même qu'on retrouvera par la suite, donc sur une deuxième étape de lancement par rapport à des sujets d'actualité où on ira creuser un petit peu plus au niveau de l'information. Et puis le sport qui va vraiment se renforcer, puisque dès ce soir on retrouvera Casport à l'antenne, mais avec une plage horaire plus grande, puisqu'on va démarrer à 19h40 jusqu'à 21h, donc avec plus de sport traité et surtout une nouvelle émission quotidienne K-Foot, donc tous les jours à 18h40, 15 minutes de foot qui permettra de revenir sur le championnat mahorais, mais également sur le championnat national français. Alors donc on verra tout cela tout au long de la semaine. Les nouveaux programmes seront définis et décryptés plus en profondeur, Sophie. Merci beaucoup, merci à vous et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5 est disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez le face-à-face suivi des invités du temps de parole, Henri Rigotard et Ahmadi Bounati. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il accueillera les représentants du collectif du Sud. À 7h30, la parole sera donnée aux auditeurs. Vous pourrez ainsi réagir en appelant au 06 39 69 71 00. Et enfin, comme tous les lundis, ne ratez pas ce soir à 20h votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV.